Pois é, finalmente, depois da gente pegar 2 trams, chegamos aqui ao lendário edifício Building Tantan, que é um prédio, né, histórico aqui de Bruxelas, dos tempos, né, de Raymond Leblanc, e a gente vai visitar as edições Les Lombards, onde existe aquele painel giratório de Tintin, e nós vamos fazer o possível para chegar o mais próximo deste ícone da linha clara, da banda desenhada. Vamos lá? Bonjour, nous sommes ici aux éditions Les Lombards, au cœur de Bruxelles. Et je suis ici avec Monsieur Gauthier von Merbeek. C'est un plaisir d'être reçu par vous dans cette maison éditoriale extraordinaire et plus précisément dans cet historique bureau de Raymond Leblanc. En effet, c'est le bureau de Raymond Leblanc qui est le fondateur des éditions du Lombard, qu'il a créé il y a 72 ans maintenant. On a célébré les 70 ans donc tout récemment. Il s'est associé avec Hergé. Ils ont créé en 1946 le journal Tintin qui a lancé les éditions du Lombard. Donc Hergé, il est venu plusieurs fois ici ? Il est venu souvent. Il était essentiel à la logique du journal. C'était vraiment un projet créé à deux partenaires, Hergé et Raymond Leblanc. Il y avait l'artiste, celui qui apportait la vision éditoriale, et puis évidemment l'entrepreneur Raymond Leblanc qui avait créé le projet. Et donc les deux travaillaient très souvent ensemble. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il est venu souvent. Et je vous demande, étiez-vous enfant un lecteur assidu du journal Tintin ? J'étais un lecteur très assidu. J'avais la chance que mes parents considéraient la bande dessinée comme finalement des vrais livres. Ils trouvaient ça important de lire tout court. Et donc j'ai lu Tintin et Spirou. Je ne devrais pas l'avouer, mais j'ai lu les deux grands rivaux. J'étais quand même beaucoup plus passionné par le journal Tintin. Et donc son arrêt, quelques années après, était pour moi une grande tristesse. J'imagine. Hein. Pourriez-vous nous parler de votre brillante ascension jusqu'en ce lieu ? C'est gentiment dit. En fait, ça m'a beaucoup aidé d'avoir lu Tintin. Ça m'a donné la culture nécessaire du catalogue du Lombard. Mais au départ, j'ai fait une formation d'avocat. Donc j'ai pratiqué pendant 2 ans au barreau de Bruxelles. Et puis un jour, j'ai vu une annonce. Je ne savais même pas que c'était possible, que ça existe, de devenir éditeur au Lombard. C'était un rêve d'enfant. Et donc j'ai postulé. Le côté juriste était peut-être rassurant, mais ce qui a vraiment fait la différence, je crois, au moment où j'ai été engagé, c'était cette culture, cette connaissance forgée depuis la prime enfance, depuis mes 6 ans, de tout ce que le Lombard avait édité et produit comme grands auteurs. Pourriez-vous nous expliquer comment les Lombards travaillent sur le roman graphique au Brésil? On les appelle graphic novel. Donc, c'est une autre tendance du marché actuel. C'est une vraie tendance, c'est un vrai reflet d'un marché qui change, qui évolue, qui est de plus en plus riche en productions diverses. Et le Lombard, dont c'est pas l'ADN premier, il y a une vraie logique assez ancienne, assez classique de séries, de héros. Le Lombard reste néanmoins un éditeur généraliste. C'était vraiment la ligne du journal Tintin, et c'est une ligne que je veux conserver aujourd'hui. Donc il est évident qu'en tant que généraliste, on doit s'adapter à une nouvelle demande qui est celle de parfois d'albums plus épais, avec un contenu un peu différent de ce qui se faisait avant. Et donc c'est une ligne qu'on suit également. Quels sont les nouveaux auteurs qui se démarquent actuellement au sein de votre catalogue? La semaine dernière au Brésil, je vous rappelle, j'ai interviewé Simon Van Links, le dessinateur des nouvelles enquêtes de Ricochet.
Ce serait trop long de les citer tous, je risque de faire des jaloux, donc je vais parler de quelques albums sortis peut-être récemment. Ricochet, c'est un bon exemple. Ricochet, c'est une vraie fierté pour nous parce que c'est un personnage très ancien de la maison, qui a eu plus de 70 albums, presque 80 albums parus par Tibet du Château. Et les auteurs, quelques années après, ont décidé de faire une relance avec nous, donc Simon Van Liemt et Zidrou. Et je trouve que c'est une relance, une reprise qui est particulièrement réussie, en ce qu'elle est à la fois très fidèle aux origines de la série, très fidèle à ses racines, c'est des auteurs passionnés par le personnage et ses auteurs, et en même temps très moderne. Donc ils ont réussi une sorte d'équilibre qui est assez rare. Donc finalement, oui, c'est une série ancienne, un personnage classique, mais c'est une vraie nouveauté et un vrai nouveau départ, donc c'est intéressant d'en parler. Mais je vous parlerai peut-être aussi de deux autres albums sortis là, dans ces dernières semaines. Un qui est un roman graphique qui s'appelle Alt Life, un roman graphique de plus de 150 pages, quelque chose d'assez différent de ce qu'on fait peut-être un petit peu d'habitude au Lombard, qui est en même temps très audacieux, très moderne, qui raconte l'histoire d'un monde où l'humanité va peu à peu émigrer dans un monde totalement virtuel. Un monde où tout est possible parce que le cerveau peut générer tout ce qu'il veut comme personnage, comme décor, comme environnement. Et donc les auteurs ont réfléchi à qu'est-ce que ça implique d'être en une fois désincarné, de n'avoir plus aucune contingence physique, de ne plus avoir aucun problème de santé, de fatigue, de transpiration. Quand tout est possible, est-ce qu'on prend encore du plaisir? Est-ce que c'est encore intéressant? C'était quelque chose de très très audacieux et intéressant comme démarche. Donc ça, c'est vraiment un album qui pourrait paraître un petit peu étrange à notre catalogue, et qui néanmoins en fait totalement partie, dont on est très fiers également. Les auteurs sont Thomas Cadenne et Joseph Falzon, le scénariste et le dessinateur. On est très heureux de les accueillir au Lombard. Et puis tout récemment, dans un genre un petit peu plus classique, mais néanmoins pas tellement pratiqué au Lombard, qui est la fantasy, on a sorti Gagner la guerre, qui est l'adaptation d'un grand roman de fantasy français, qui est de Jean-Philippe Jaworski, l'écrivain, et qui a été adapté de façon, je trouve, assez magistrale par Frédéric Genet, un jeune dessinateur qui travaillait chez Soleil auparavant, il faisait Samouraï, et qu'on accueille chez nous avec grand plaisir depuis un mois avec cette nouveauté. Oui, et que pensez-vous du marché sud-américain de la BD? Parce qu'au Brésil, à ces moments-là, il y a une vraie explosion de la BD d'expression francophone. Il y a par exemple Ceci, SP, éditeur, hein, il est en train de publier beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous pensez de cette explosion? Parce que les Brésiliens sont en train de découvrir la BD francophone. J'en pense que c'est une excellente nouvelle. Un marché aussi grand que le Brésil, pour nous évidemment, c'est très intéressant. Donc on se réjouit vraiment qu'on parle de plus en plus de bande dessinée franco-belge là-bas. Ça, c'est vraiment un espoir et une chance pour nous. L'Amérique du Sud a eu des grands auteurs de bande dessinée. Moi, je ne suis pas vraiment un expert. Je connais quelques grands auteurs argentins, quelques auteurs brésiliens également. Donc finalement, ça ne me surprend pas. On voit de plus en plus de dessinateurs très doués qui nous proposent des choses qui viennent du Brésil. Donc c'est évidemment un vrai bonheur de voir que notre production à nous arrive également sur ce territoire. Et comment les Lombards est en train de travailler sur les reboots des séries classiques comme celle de Bob Moran? Il y en aura-t-il d'autres à venir? Alors oui, il y en aura d'autres. C'est quelque chose d'assez spécifique aux maisons d'édition anciennes comme le Lombard, c'est qu'ils ont beaucoup de grands personnages, de grands héros dans leur catalogue. Et par ailleurs, dans la bande dessinée, il y a une tradition qui est vraiment très ancienne des reprises. Les héros, souvent, survivent à leur créateur depuis toujours. On peut trouver des exemples de Batman, par exemple. On n'a pas connu que ceux de Bob Kane. Spirou, qui est un des grands personnages de la BD franco-belge, a été repris par Franquin et tout le monde en est très heureux. Donc c'est vraiment une logique qui est très liée à la bande dessinée. Donc oui, c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est prolonger la vie et la notoriété de nos grands héros. J'ai parlé de Ricochet, il y a eu Bob Moran, à peu près en même temps, effectivement, il y a 2 ou 3 ans. Et c'est là qu'on s'est aperçu que chaque personnage, chaque univers demandait une vraie logique spécifique. On ne pouvait pas faire le même traitement systématique pour tout. Il faut d'abord qu'il y ait des auteurs talentueux et passionnés et connaisseurs. Parce que pour moderniser une série, il faut quand même en connaître vraiment les origines. Donc ça, c'est le plus difficile, c'est de trouver les auteurs passionnés, talentueux, qui vont faire cette reprise-là. Ensuite, c'est parler avec eux de quelle est la meilleure approche. Par exemple, Ricochet, on s'est dit que l'époque la plus culte, la plus emblématique, c'était les années 60. Ils ont décidé d'inscrire leur personnage vraiment dans cette époque-là.
Bob Moran, on s'est dit que c'était un petit peu différent comme logique. Bob Moran, il s'est jamais interrompu. Il y a des nouveautés jusqu'il y a très très peu par les auteurs un peu historiques, donc Henri Verne et Coria. Donc Bob Moran, il a toujours vécu avec son temps, avec la technologie. Il n'a jamais été lié vraiment à une époque. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'en faire un reboot dans un futur proche. Parce que de nouveau, le côté science-fiction et technologique était vraiment très lié à l'univers et à ce personnage-là. L'année prochaine, on va sortir une nouveauté de Bruno Brasil. Oui, William Vance. William Vance, exactement. William Vance et Greg, donc autre personnage culte de la maison. Mais on n'a pas voulu le faire de façon systématique et immédiate. On a attendu d'avoir vraiment les auteurs qui étaient au niveau du projet. Parce que reprendre Vance et Greg, c'est un vrai défi. Et ce seront Belé au scénario et Philippe Aymon qui dessine Lady S chez Dupuis au dessin. Eux deux sont des grands connaisseurs, des grands amoureux du personnage, et ils nous ont proposé un reboot qui se passe vraiment juste après le dernier tome. On recommence 30 ans après, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption, parce qu'il s'est passé quelque chose de très fort dans Bruno Brasil, la mort de beaucoup de personnages secondaires importants de l'univers, et c'est intéressant de traiter finalement aussi le deuil, pas seulement l'aventure, mais aussi le traumatisme de ces héros qui étaient très protégés, très classiques, et aujourd'hui qu'on confronte finalement au monde réel. Donc c'est une nouvelle reprise qui va être vraiment intéressante, je pense. Et quelles sont les perspectives des éditions Les Lombards pour l'avenir? Le Lombard, en tant qu'éditeur vraiment généraliste, va garder cette espèce d'ouverture aujourd'hui qu'est la sienne, de ne se fermer vraiment à aucun genre, aucun format. À l'instar finalement de beaucoup d'autres éditeurs, parmi un petit peu les plus importants du marché aujourd'hui. Peut-être que ce qui nous différencie des autres, j'espère plus pour longtemps, c'est un constat qu'on a fait il y a quelques années que le plus grand problème de la bande dessinée aujourd'hui, c'était la surproduction. La bande dessinée se vend toujours très très bien, c'est un marché qui est toujours florissant, c'est une vraie chance pour nous. Elle est très peu atteinte par le phénomène du numérique, le piratage n'a pas beaucoup d'incidence finalement sur la bande dessinée. Donc tout va bien. Mais quand tout va trop bien, parfois, on a des problèmes de riches et on produit un petit peu trop. Et donc on lance des albums sur un marché où il y a beaucoup trop de concurrence, beaucoup trop de choix, et parfois des albums vraiment très aboutis qui ne trouvent pas leur public, qui n'ont pas l'espace pour être vus, pour exister. Ça, c'est vraiment, on le trouve très dommage. Et donc nous, on a fait ce choix-là, il y a 5 ans, de dire on va réduire vraiment notre production en quantité. C'est-à-dire qu'on est passé de 135 nouveautés il y a 6 ans, quand j'ai pris la direction du Lombard, à aujourd'hui environ 80 nouveautés par an. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, ça veut dire qu'on travaille, je pense, mieux sur chaque album, qui sont un peu plus aboutis. En tout cas, ce qu'on espère, ce qu'on essaie de faire grâce à ça, et qu'on a aussi du coup plus d'espace et de moyens pour les promouvoir, et pour en faire la publicité, et pour leur permettre d'exister. Quand un auteur a travaillé 1 an à dessiner un album, et que celui-ci disparaît des tables de nouveautés au bout de 2 semaines, c'est une aberration quand le travail a été vraiment fait avec talent, avec passion. Donc notre choix à nous, qui est peut-être un peu différent des autres, c'est de dire on va se concentrer vraiment sur des combats plus essentiels, faire plus de paris, mieux les choisir, et du coup on espère comme ça se maintenir au même niveau de vente avec moins d'albums. Et par rapport à un bureau au Brésil peut-être? Ce serait très agréable, il y aurait sûrement beaucoup de candidats pour tenter de s'y installer. À Rio de Janeiro? Par exemple, ce serait avec grand plaisir. Mais il y a une habitude des éditeurs belges ou français, parce qu'il y a eu des essais par le passé qui n'ont pas été concluants. Et par exemple, on parlait de Michel Greg, un des grands scénaristes du Lombard de l'époque. À l'époque, ils avaient installé un bureau à New York. Il y avait cette espèce de fantasme de dire on va conquérir le monde, on va commencer par les États-Unis et on va imposer nos héros là-bas. Finalement, ça n'a pas été facile du tout. Ils sont aperçus qu'il y avait un marché qui était totalement dominé par la production locale, par les super-héros, pour le dire très, très simplement, et que c'était pas si simple de percer là-bas. Donc le bureau a été ouvert quelques années et puis il a fermé. Depuis lors, on s'est dit qu'on allait plutôt faire confiance aux éditeurs de chaque pays, qui connaissent beaucoup mieux leur marché, qui connaissent beaucoup mieux le sens d'une bonne traduction, d'une maquette adaptée. Et globalement, on préfère trouver des partenaires vraiment de haut niveau, très qualifiés dans les pays où on peut faire traduire nos albums, plutôt que de le faire nous-mêmes, pas très bien.
Merci encore une fois. Merci, monsieur Gauthier von Merbeck, de me recevoir ici. Je suis un passionné de la BD et c'est un honneur. Merci de m'accorder cette interview, cette superbe et historique interview dans le bureau original de Raymond Leblanc. C'est un rêve. C'était avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bom, gente, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui num momento histórico, porque Monsieur Gauthier von Merbeck, il va me levar ao painel giratório de Tintin, et c'est un rêve, hein? C'est fantastique ça, oui. Oui, je suis là à Bruxelles, oui, et je suis là devant l'enseigne mythique de Tintin et Milou, mesurant un peu plus de 5 mètres de large sur 6 mètres de haut.